Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de milieu de semaine. Nous sommes le mercredi 14 juin et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nos invités seront la marraine du concours Océano pour tous, Estelle Lefébure. Ce concours était destiné à 600 élèves de Monaco et plus largement de France dans le but de les sensibiliser à la préservation du milieu marin. Le général Jean-Louis Georgelin, missionné par Emmanuel Macron pour superviser l'évolution du chantier de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il était l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation et sera également avec nous. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé nous sensibilisera sur le 14 juin, la journée mondiale des donneurs de sang. Nous en manquons à Monaco. En 2022, moins de 2000 poches ont été prélevées pour un besoin de 5000. Nous vous ferons un focus sur l'ouverture du 3e dialogue des fondations pour la décennie des sciences océaniques qui se déroule à Monaco. En basket, nous vous présenterons les enjeux du match 3 dans la finale du championnat de France de basket. L'enjeu est très simple, Si l'on gagne le match de jeudi, on est tout simplement champion. Et enfin, les Masters de piano et de violon se déroulent en ce moment même avec en compétition de grands solistes internationaux. Aujourd'hui a eu lieu une journée de mobilisation autour du don du sang au centre hospitalier Princesse Grasse. Toute la journée, les donneurs ont contribué à sauver des vies. À savoir qu'à Monaco, plus de 5000 dons de sang sont nécessaires chaque année pour transfuser des patients hospitalisés. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre des Affaires sociales et de la Santé. Le sang, c'est la vie. Donner son sang, c'est sauver des vies. Et je crois qu'il est très important de mettre en avant tous ces donneurs qui, de façon anonyme, participent à sauver des vies. Je crois qu'il faut faire campagne pour favoriser le don du sang. Aujourd'hui, nous ne sommes pas autosuffisants à Monaco, vous le savez. On aurait besoin d'à peu près 5000 poches par an. On en prélève 2000, on en achète 3000. C'est un coût conséquent. Au-delà de ce besoin réel, c'est près de 800 000 € qui sont dépensés chaque année pour pouvoir compenser ce besoin. Sauver des vies, je crois que c'est vraiment le plus bel acte qu'on peut faire. C'est pas forcément s'interposer dans une risque, venir sur un accident, aller porter secours à une personne en difficulté, mais c'est aussi dans le cadre des activités hospitalières, une jeune femme qui accouche, qui fait une hémorragie de la délivrance et dont on sait que le premier geste à faire, bien sûr, c'est la stabiliser, la transfuser, donc on a besoin de sang. Vous l'avez entendu, on a besoin de sang. N'hésitez pas à vous rendre au centre de transfusion au CHPG. Ce mardi s'est déroulée la cérémonie de remise de prix Océano pour tous au musée océanographique. Durant 5 mois, 600 élèves de 25 classes de différents collèges venus d'Italie, de France et de Monaco ont travaillé sur les problématiques de l'environnement et de l'océan. 7 prix ont été remis, avec notamment un prix coup de cœur de l'association des amis du musée océanographique de Monaco pour les élèves d'un collège niçois et le grand prix Océano pour tous pour un collège toulonnais. Reportage d'Émilie Flamin. Mise en place de tri des déchets à la cantine, bande dessinée autour des espèces marines en danger, vidéo de sensibilisation des coraux, 600 collégiens ont participé au grand concours Océano pour tous. On parle souvent de développement durable. Pour nous, c'était important de rendre concret ce concept et faire en sorte que des jeunes qui ont la capacité d'agir comme les jeunes qui sont en collège, puissent s'en approprier et l'associer à la protection de l'océan. Durant 5 mois, avec l'aide de l'Institut océanographique, ces jeunes se sont mobilisés autour des problématiques environnementales des océans avec leurs professeurs. Je leur avais lancé l'idée de transformer des espèces vivantes, des espèces en danger, en super-héros. Donc j'avais lancé cette étincelle et eux, ils ont immédiatement sauté dessus en se disant « Ah, on pourrait les imaginer comme ça, avec tels habits, avec telles armes. » Et donc moi, mon rôle, ça a été de leur donner les informations scientifiques, de leur donner les connaissances pour qu'eux se les approprient et les utilisent pour en créer une nouvelle forme, une forme ludique. À travers ce projet, les élèves ont pu se rendre directement sur le terrain. Par exemple, les collégiens toulonnais qui ont gagné le concours ont participé à des journées de ramassage de déchets sur les plages. Je savais que la pollution plastique était là, j'en entendais parler, mais pour moi, c'était pas aussi important que ça. Ça veut dire que j'en avais conscience, mais pas vraiment. Et en faisant ce projet, j'ai voulu voir à quel point ça y était et tout. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ça nous entoure, que c'est excessif le nombre de déchets qu'on trouve par terre et tout. Sur les 25 classes participantes, 7 ont reçu des prix. Les lauréats ont notamment gagné un séjour en principauté, articulé autour d'un programme de découverte du monde marin. Maintenant que vous en savez plus sur cette manifestation, nous recevons la marraine de cette opération, mannequin, actrice française et particulièrement concernée par les océans. Estelle Lefébure, bonsoir. Bonsoir. En quoi consiste concrètement votre rôle de marraine ?
Tout simplement, c'est encourager tous ces enfants, tous ces élèves qui ont énormément travaillé sur des projets extraordinaires. C'est départager, ça c'est la partie la plus difficile, et donc avoir 3 gagnants. C'est un rôle de marraine qui vous tient à cœur, j'imagine? Oui, c'est un rôle de marraine qui me tient énormément à cœur. Tout d'abord parce que je me sens proche des enfants. Étant maman, je crois que c'est très très important d'être auprès d'eux et de les encourager à faire ce qu'ils, à les sensibiliser surtout au monde marin. Et puis moi, l'eau, les océans, c'est une passion. Donc forcément, les deux liés. Ben voilà, je suis ici. L'objectif, vous l'avez dit, c'est de soutenir les citoyens de demain dans leur engagement pour l'océan. Qu'est-ce que vous pensez de ces citoyens de demain, ces jeunes élèves? Vous les sentez concernés par l'environnement, peut-être plus que nous d'ailleurs? Alors, ces citoyens de demain, ils ont une lourde tâche, malheureusement. C'est de préserver et de trouver des projets qui vont sauvegarder cette biodiversité, cet océan qui est très important, forcément, pour la survie de ces citoyens. Donc, forcément, ils doivent être engagés et porter ces actions haut et fort. Et je les sens vraiment, vraiment très engagés. Tous les enfants, les élèves que j'ai vus, rencontrés, sont extraordinaires. Ils sont à fond. Oui, parmi tous les projets, il y avait des choses qui vous ont particulièrement étonné? Oui, par exemple à Fréjus, il pensait pour les personnes handicapées, pour les personnes avec des poussettes et ce n'est pas encore fait, par exemple, sur les abords d'une plage. Et je trouve ça assez étonnant que ce soit des enfants qui pensent à ça. Voilà, c'est un petit détail, mais je trouve qu'en fait, ils sont très prévoyants et très humains, en fait, ces enfants. Et limite, ils ont déjà grandi plus vite parce qu'ils ont une grosse responsabilité, en fait. Vous êtes la cofondatrice de Spéromar, une association créée en 2019. Qu'est-ce que Spéromar? Quels sont les objectifs et ses missions? Alors Spéromar, que j'ai fondée avec Géraldine Parodi, est une association qui agit sur le terrain. Donc on a des actions aussi bien de nettoyage de plage ou sous l'eau. Et nous avons aussi beaucoup de journées de sensibilisation dans les écoles justement. Donc c'est pour ça que le lien est parfait, parce que c'est des choses que nous faisons régulièrement. Et on dit toujours que quand on connaît, on veut protéger et préserver. Donc on essaye d'apprendre un maximum à ces enfants. Monaco, vous avez des liens particuliers avec la principauté, un pays dont le chef d'État, le prince Albert II, est particulièrement concerné par l'environnement et les océans. On peut dire que finalement vous menez le même combat? Exactement, exactement. Monaco m'est cher aussi puisque j'y ai vécu plusieurs années. Donc je connais bien ce pays et revenir ici pour moi en tant que marraine en plus c'est quelque chose qui me touche parce que voilà, j'ai l'impression d'être un tout petit peu chez moi et bien sûr avec le prince Albert, oui, on a les mêmes la même sensibilité avec les océans. Forcément on veut protéger et je pense que en fait, c'est assez inexplicable quand on est sensible aux océans, quand on aime la mer, quand on aime l'eau. Voilà, on ne peut que la préserver. Mais écoutez, Estelle Lefébure, je le rappelle, vous êtes la marraine du concours Océano pour tous, dont le but est de sensibiliser les élèves qui sont les citoyens, on l'a dit, de demain à la préservation des océans. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, merci beaucoup. Restons dans le domaine marin. Après Copenhague et Buknadel, le 3e dialogue des fondations pour la décennie des sciences océaniques se déroule à Monaco. Une trentaine de fondations se rencontrent depuis ce matin jusqu'à vendredi pour parler des problématiques environnementales autour des océans et trouver des solutions. Ce rassemblement se déroule en présence de plusieurs mécènes tels que le prince Albert II, la princesse Lala Hasna du Maroc ou encore la princesse Ala Khaled Al Saoud d'Arabie Saoudite. Reportage. De Londres, du Maroc ou encore du Canada, des fondations venues du monde entier à Monaco dans le cadre de la décennie des sciences océaniques. Cette décennie, c'est vraiment comme un mouvement pour réaliser tous ensemble combien c'est important la santé de l'océan pour nous tous.
Et la base, évidemment, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir vraiment réfléchir ensemble, d'avancer ensemble, c'est la science. Et la science, elle doit nourrir toute décision politique. Pendant 3 jours, les fondations vont se rencontrer, échanger, travailler pour chacune participer au projet commun initié par l'UNESCO et augmenter les connaissances scientifiques sur les océans. Ces fondations peuvent contribuer à soutenir la production de ces connaissances, à financer de nouveaux projets, à en lancer elles-mêmes dans les orientations qui sont données par l'UNESCO pour les Nations Unies. D'autres rencontres sont à prévoir d'ici 2030, qui annoncera la fin de ce grand mouvement de la décennie des océans. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref. L'association humanitaire Monaco Allez Présence soutient les communautés les plus vulnérables à travers le monde depuis 44 ans. Dernière opération caritative en date, le lancement d'une collection de t-shirts ce mardi au Yacht Club. 3 jeunes lycéens de la Principauté de Monaco ont créé la marque Kairos, dont la vente contribuera à la construction d'une salle de classe dans un dispensaire en Éthiopie. Autre soirée mardi à l'Automobile Club avec une conférence organisée par l'Union des Français de Monaco avec comme invité le général de corps d'armée Christophe Gomard. Il a pu ainsi apporter son point de vue sur le conflit en Ukraine. On change de sujet mais on reste avec un général d'armée. Il a été chef de l'état-major particulier du président de la République de 2002 à 2006, puis chef d'état-major des armées jusqu'en 2010. Parmi ses nombreuses décorations étrangères, il est grand officier de l'ordre de Saint-Charles. Le président Emmanuel Macron, en 2019, l'a chargé de superviser la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est à ce titre que la Monaco Mediterranean Foundation l'a invité pour une conférence en début de semaine. Et il est avec nous, je veux parler du général Jean-Louis Georgelin. Bonsoir. Bonsoir monsieur. On peut dire que vous êtes le monsieur Notre-Dame de Paris. Oui, mais enfin, j'ai toute une équipe qui m'entoure. Je suis effectivement le représentant spécial du président de la République pour la reconstruction de Notre-Dame, ce qui montre l'intérêt du président pour ce chantier qui, en France, concerne toute la nation. Mais j'ai avec moi notamment Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques, qui est l'architecte de Notre-Dame. Quelle a été votre réaction quand on vous a demandé de vous occuper de cette cathédrale si particulière ? Vous savez, moi je suis un soldat, on me donne une mission, je réponds présent, je ne me pose pas de questions et j'y vais. Mais j'imagine que ça vous tient à cœur quand même, non ? Bien sûr, comme tous les Français, je crois que le drame de cet incendie a touché tous les Français et au-delà, à Monaco et ailleurs, le monde entier, donc une certaine fierté d'avoir été choisi. Et une certaine volonté de faire en sorte que cette cathédrale soit reconstruite du mieux possible, restaurée du mieux possible et rouverte au culte catholique, car c'est d'abord une église catholique, dans des délais convenables. Vous avez donné une conférence organisée par la Monaco Mediterranean Foundation. Quel message vouliez-vous faire passer au public ? Bon, d'abord, je répondais à une invitation de la Monaco Foundation. Et j'y ai été très sensible et ça illustre ce que je disais, c'est-à-dire l'impact de cette restauration. Le message que j'ai fait passer, c'est que nous sommes nous sommes un millier de personnes qui en France travaillons tous les jours pour la reconstruction de Notre-Dame. Nous sommes très attachés à remplir cette mission avec fierté, enthousiasme, mais aussi rigueur dans le respect des codes des monuments historiques, les codes du travail, codes des marchés publics, parce que nous n'avons strictement une dérogation, et nous sommes très fiers de montrer au monde entier qu'en France, on est capable de mobiliser toutes les volontés, tous les métiers d'art, extrêmement importants, tous les métiers d'art, pour restaurer ce chef-d'œuvre absolu de l'art gothique qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Où en est-on, tout simplement, là, de ces travaux, une sorte de bilan à mi-parcours ? On est plus qu'à mi-parcours, parce que cela fait un peu plus de 4 ans maintenant que nous travaillons, puisque nous sommes maintenant au mois de juin 2023, et nous rouvrirons la cathédrale à la fin de 2024, et nous travaillons donc depuis le 16 avril 2019, donc c'est un peu plus de 4 ans. Nous avons réalisé jusqu'en 2021 la phase de sécurisation et de consolidation, qui était très importante pour vérifier que la cathédrale était solide et qu'on pouvait la reconstruire sur ses piliers solides et avec des voûtes dont on avait vérifié la solidité.
Nous sommes maintenant vraiment dans la phase de reconstruction et nous voyons chaque semaine les résultats de tout ce travail effectué depuis 4 ans qui était un peu ingrat. Et on commence à voir revenir les vitraux, revenir l'orgue, on enlève les échafaudages dans la nef, dans les transepts, on voit les murs, les élévations dans leur état définitif. Les chapelles des peintures des chapelles commencent également à se révéler. Bref, on sent que nous sommes bien engagés par rapport à notre planification pour être dans les temps voulus par le président de la République. Un rappel, comment sera la nouvelle cathédrale? Un copier-coller, une cathédrale totalement différente, comment sera-t-elle? Nous reconstruisons la cathédrale à l'identique pour ce qui concerne son aspect extérieur, c'est-à-dire qu'on reconstruit la flèche de Viollet-le-Duc en chêne et en plomb, on reconstruit la couverture du grand comble en chêne et en plomb. Donc à l'extérieur, les Françaises et les Français, les gens du monde entier reverront la cathédrale telle qu'elle était avant l'incendie. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de donateurs, 340 000 donateurs, parce qu'ils veulent le revoir. Et à l'intérieur, nous reverrons une cathédrale entièrement restaurée. J'imagine que le jour de l'inauguration, ça va être la fête pour les Français, pour vous-même également. Ce sera un jour de grande joie et d'action de grâce, c'est sûr. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci monsieur. Après une saison bien remplie, la Roca Team a une occasion de rentrer dans l'histoire et de décrocher son premier titre tant attendu de champion de France jeudi soir à Roland-Garros. À la veille de ce match décisif, Sacha Obradovic et Mathieu Strasel se sont présentés devant la presse. Reportage de Frédéric Elion et Alban Gingembre. La Roca Team jouera à Roland-Garros jeudi soir le 88e match d'une saison déjà historique et qui pourrait l'être encore plus en cas de titre de champion de France. Monaco dispose de 3 balles de match pour plier l'affaire face aux Metropolitans. Les joueurs de Sacha Obradovic mènent 2-0 et comptent bien finir le travail en 3 matchs. Pour cela, il faudra montrer une meilleure attitude qu'au début du match 2. We have to act different, We cannot be the same, like the previous game. It's unacceptable, like to have, such a, let's say, disrespect, or, unexplainable comfort zone, like with an attitude, we're gonna win anyway. The approach, was not good, and we understood this, when we watch, the film and every step, we made, was sloppy, without purpose, without idea. So I believe that we understood the message, that we have to act different and, use our advantages. Les rotations ont fait la différence toute la saison côté monégasque et lors du match 2, c'est Mathieu Strasel qui a eu un gros impact avec 11 points et 3 passes en 16 minutes. Le meneur de 20 ans pourrait décrocher son 3e titre consécutif de champion de France. Je me souviens que quand j'ai signé ici, il y a beaucoup de gens qui en doutaient, qui pensaient que j'allais pas jouer. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir montrer que c'est pas le cas et que je peux avoir des responsabilités ici. Mais bon, c'est pas fini. Il reste un match et si je peux faire la même entrée au match 3 et qu'on en termine, ça sera... Là, je pourrais parler et dire que je suis fier de la saison que j'ai fait. Tout ce qu'on veut, c'est remporter ce titre, le premier à Monaco, le premier pour certains dans le vestiaire. Et puis, voilà, c'est toujours bien d'ajouter un titre de champion de France à son palmarès. Et sachez qu'un écran géant sera installé à la salle Gaston Médecin pour vivre ce 3e match qui pourrait entrer dans la légende. Les places sont gratuites, il suffit de les réserver via la billetterie en ligne du club. C'est noté et on se retrouve tous, salle Gaston Médecin, pour qui sait vivre ce moment historique. Cette semaine ont lieu les Piano Masters de Monte-Carlo, auxquels s'ajoutent cette année les Violon Masters, regroupant quelques-uns des meilleurs solistes internationaux. Pour pouvoir y participer, ils ont tous été finalistes d'au moins un concours. Une édition 2023 dédiée au Prince Régnier III à l'initiative de cet événement, dans le cadre des célébrations de sa naissance. Reportage de José Sacré. Événement à l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au samedi 17 juin ont lieu les Piano et Violon Masters de Monte-Carlo, créés en 1989 par Chantal et Jean-Marie Fournier. C'est les 100 ans de la naissance du Prince Régnier, et comme le concours porte le nom du Prince Régnier, donc on a voulu faire quelque chose. J'ai souhaité avec ma femme que l'on fasse un double concours, c'est-à-dire qu'il y aura les violons
et le piano. Et samedi, il y aura donc, avec l'orchestre, 2 concertos de violon et 2 concertos de piano. Et il y aura un seul vainqueur de chaque discipline. Après tirage au sort, le hasard a bien fait les choses, nous avons pu assister ce matin à la prestation de Slava Gershovich, un jeune pianiste né à Monaco, l'un des 8 candidats en quart de finale de ces pianos et violon masters de Monte-Carlo. Ce sont des candidats qui ont tous des prix dans les concours internationaux. C'est le critère principal pour participer. Donc il faut avoir un prix dans un concours international. Donc, et certains sont déjà dans la carrière, donc ce sont de bons artistes. Samedi, à partir de 19h, un jury de professionnels de la musique plus un candide désigneront les vainqueurs de ces doubles masters de piano et violon de Monte-Carlo, dotés par le prince Albert II de 2 fois 15 000 €. La météo avec Frédéric Elion avant de refermer ce journal. À quoi peut-on s'attendre pour jeudi, Frédéric ? Le soleil fera son retour, Fabien, avec un ciel bien dégagé le matin. Ensuite, le temps sera plus instable avec des éclaircies et un risque d'orage en fin de journée. Il fera 21 degrés le matin et 26 l'après-midi. Jeudi 15 juin, bonne fête à toutes les Germaines. À Sainte-Germaine, qui est la patronne des faibles, des malades, des déshérités et des bergers. Merci Frédéric. En fin de semaine s'ouvrira la 62e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum. Nous y serons pour vous faire vivre l'événement. Mais avant cela, les photos de fin de journal sont consacrées à l'édition de 2003, il y a tout juste 20 ans. Des photos qui ont été prises à l'époque par notre ancien collègue et ami, que l'on embrasse, Charlie Gallo. C'est ainsi que ce journal s'achève. Vous retrouverez demain, mercredi à 19h, Christophe Paco pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée et portez-vous bien.